Bonjour, alors pour reprendre la suite du chapitre de thermo, donc je vous rappelle que on avait fini sur cet exercice qui était d'évaluer l'enthalpie qu'il y avait dans les produits, donc les produits c'est CO2 et NO2, en connaissant le delta H et en posant que HR était là. Donc je vous rappelle que le delta H d'une réaction, il correspond à l'ensemble de l'énergie qu'il y a dans les produits, moins l'énergie qu'il y a dans les réactifs. Alors maintenant, vous allez voir que dans les tables que je vous ai données, que je vous ai vite fait montrer la dernière fois, on parle surtout de delta H et on ne parle jamais de H. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le delta H, c'est la différence d'énergie qui existe entre une molécule lors de sa formation à partir des corps purs simples. Donc on arrive à ce point-ci. Alors, je vous rappelle que l'intérêt de tout ça, c'est de pouvoir prédire la nature d'une réaction nouvelle. Donc, parce que bon, une réaction, une explosion, on sait que c'est exothermique. Mais si vous formez une nouvelle réaction, donc une nouvelle molécule par exemple, eh bien vous allez avoir envie de savoir si elle est exothermique ou endothermique. Pourquoi? Parce que exothermique, vous avez des risques que le système chauffe trop et vous explose à la figure, alors que endothermique, à l'inverse, pour qu'il se fasse, il faut qu'il y ait de l'énergie qui soit fournie, et si vous ne fournissez pas cette énergie, peut-être que votre nouvelle molécule qui serait un super anti-cancer, en réalité, elle aurait pu se former si vous aviez chauffé un peu, mais comme vous n'avez pas chauffé, vous n'avez pas vu la molécule se former. Donc ça, c'est tout l'intérêt. On va pouvoir calculer ces delta H de ces nouvelles molécules à partir des delta H qu'on connaît déjà. Ceux qu'on connaît déjà, c'est ceux que je vous ai montrés la dernière fois dans les tables, comme ça, qu'on a déterminé expérimentalement, donc à l'aide en général du calorimètre adiabatique. Après, à partir du moment où on en avait un certain nombre, on a pu les calculer théoriquement. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de delta H et pas de H comme je vous ai mis ici au-dessus dans l'exercice? On parle de delta H parce qu'on a déterminé comme étant le delta H de formation la quantité d'énergie qu'il y avait besoin ou qui était dégagée lors de la formation du corps dont on parle à partir des corps purs simples. Donc par exemple, si on prend ici le CO2, la quantité d'énergie qui est stockée dans le CO2, qu'on peut déterminer dans un calorimètre adiabatique par exemple, c'est la quantité d'énergie qu'il y a quand on fait réagir un C et un O2 sous forme de corps pur simple. Il faut savoir que par convention, l'enthalpie d'un corps pur simple est toujours égale à 0. Donc le delta H d'un CPS, donc corps pur simple, est toujours égal à 0. Alors vous allez voir qu'on est dans les conditions standards, c'est-à-dire standard, si vous vous rappelez, c'est 25 degrés Celsius et une atmosphère. Donc on travaille toujours dans les conditions standards, on s'en détachera jamais. Si on s'en détache, eh bien les valeurs vont changer forcément, mais ici on ne va pas s'en occuper. Donc quand on travaille et qu'on cherche le delta H de formation du CO2, pourquoi est-ce que c'est un delta H et pas seulement un H de CO2? Mais parce qu'en fait le delta H c'est la différence qu'il y a entre la quantité d'énergie stockée dans CO2 et la quantité dans le C et dans le O2. Donc on fait bien la valeur de 393 moins la valeur de C et la valeur d'O2, mais qui sont des corps purs simples et qui sont donc par convention passés à 0. Donc on a une valeur de moins 393 pour CO2, on a une valeur pour H2O de moins 286 qu'on trouve dans les tables, donc on fait moins 286 moins H2 et O2. Alors je vais revenir maintenant sur le 1,5, la valeur qu'on trouve dans les tables, parce que ce 1,5, il faut y faire très attention. Donc en fait, vous allez voir qu'en thermo, c'est beaucoup plus facile de pondérer avec des fractions. Alors, pourquoi facile? Parce que jusqu'à présent, je vous ai toujours dit, attention, on ne pondère pas avec des fractions. En réalité, c'est pas une question que ce soit plus facile, c'est une question que ça évite de faire certains oublis. Je m'explique. H2 plus O2, qui donne H2O, si vous la pondérez comme vous auriez fait d'habitude, on arrive à 2H2 plus un O2 qui donne 2H2O. Si vous calculez le delta H de cette réaction, eh bien c'est le delta H d'H2O moins le delta H de H2 moins plus le delta H de O2. Sachant que celui de H2 et de O2 est égal à 0, c'est pas très difficile. Mais
ce delta H de H2O, vous allez le trouver dans les tables, donc dans des tableaux qu'on va vous donner. Mais attention, ce qui est donné dans les tables, c'est des kilojoules pour 1 mole d'H2O. Or ici dans l'équation, vous n'avez pas 1 mole d'H2O, vous avez 2 moles d'H2O. Donc ça veut dire que le delta H ici, en réalité, ça va être 2 fois le delta H d'H2O qu'on trouve dans les tables, moins 2 fois celui d'H2 et 1 fois celui d'O2, mais étant donné que l'H2 et l'O2 sont à 0, ça ne va pas changer grand-chose. Mais par contre, ici, ça va changer beaucoup. Ça veut dire qu'on va arriver à une valeur de 286 fois 2, soit... alors, 400 plus 160 plus 12, 572 kilojoules par mole, mais qui n'est pas du coup un kilojoule par mole. C'est un delta H de cette réaction et c'est 1 kilojoule pour 2 moles d'H2O. Donc vous voyez, c'est un peu perturbant. Alors que si on fait avec des fractions ici, eh bien on tombe directement sur la même valeur. Donc en réalité, vous n'êtes pas obligé de pondérer avec des fractions, mais il va falloir absolument ne pas oublier du coup de multiplier à chaque fois les delta H que vous avez dans vos tableaux par rapport aux coefficients que vous avez dans les réactions qu'on va vous demander. Et du coup, vous risquez de faire des erreurs. Donc moi, honnêtement, ce que je vous conseille, c'est vraiment de pondérer avec des fractions. Après, si vous voulez le faire avec des chiffres, des nombres entiers, vous pouvez tout à fait, il n'y a aucun souci, mais vous devez savoir que vous risquez de faire des erreurs parce que vous oubliez de faire x2. Alors, donc ces valeurs, vous en obtenez des pour les tableaux, donc pour des composés inorganiques, pour des composés organiques. Donc on a ça, c'est tout des delta H de formation. Donc attention, je répète que ce delta H de formation veut dire à partir des corps purs simples. Parce que si vous ne savez pas que c'est à partir des corps purs simples, on ne va pas s'en sortir. Donc, quand on a une réaction chimique telle que ça, et qu'on veut calculer le delta H de cette réaction, c'est pas très compliqué. C'est le delta H de la réaction est égal au delta H des produits moins les delta H des réactifs. Attention, ce n'est valable que avec des delta H de formation. Si vous n'avez pas de delta H de formation, vous allez devoir passer par une autre méthode, j'y viendrai après. Donc à partir du moment où on vous donne tous des delta H de formation, soit dans l'énoncé, soit dans les tables, c'est bon, vous faites les delta H de formation des produits moins les delta H de formation des réactifs. Mais donc il ne faut pas oublier que ici, il faut les delta H de formation. Donc si par exemple on prend cette réaction-ci, bien, dans les tables, je vais chercher les delta H de formation. Le calcul va être les delta H du PbCl2 plus celui d'H2O moins celui de PbO plus 2 fois celui d'HCl. Donc le point important à maintenir ici, c'est qu'on a un 2 là, et que par conséquent, c'est à l'autre page, sinon c'est pas drôle, on a un 2 ici, ça vous donne une valeur, et ça vous indique donc que cette réaction, elle est exothermique, et que vous risquez du coup d'avoir une réaction du coup qui explose si vous mettez trop de choses en même temps, ou qui chauffe trop, ou qui par exemple si vous le faites dans un contenant qui ne tient pas à la chaleur, si vous le faites dans un pot en plastique par exemple, ça risque de faire fondre votre plastique. Ok, donc voilà, ça c'est ce que vous devez savoir. Donc si on résume vite fait tout ce que vous devez savoir maintenant, avant d'aller plus loin. Donc ce qu'on a vu, c'est que la thermochimie s'occupait des échanges d'énergie et que les molécules, de façon générale, stockaient de l'énergie. Donc une molécule, ça stocke de l'énergie sous forme d'énergie chimique. Cette énergie va pouvoir être utilisée pour faire plusieurs choses. Donc on a vu qu'on avait de l'énergie lumineuse, de l'énergie mécanique, de l'énergie électrique et
de l'énergie thermique sous forme de chaleur. Ça, c'est les 4 formes d'énergie qu'on peut rencontrer. Cette énergie, elle est stockée dans les molécules et c'est ce qu'on appelle l'enthalpie. Enthalpie, qui se note H. Dans une molécule, la quantité d'énergie est appelée delta H. Alors pourquoi delta? Parce que a priori un delta c'est une différence entre deux choses. Eh bien c'est parce que c'est la quantité d'énergie qu'il faut pour fabriquer cette molécule, ou qui va être dégagée lorsqu'on fabrique cette molécule à partir des corps purs simples. Et une chose par contre que j'avais pas encore dite, c'est que par convention, les corps purs simples leur énergie, donc leur enthalpie, est égale à 0. Donc ça veut dire qu'on considère qu'un corps pur simple ne contient pas d'énergie et que donc si par exemple pour faire une molécule à partir de ces corps purs simples, on va dire par exemple H2SO4, eh bien la quantité d'énergie qu'il y a dans H2SO4 est bien la différence d'énergie qu'il y a entre l'énergie qu'il y a là-dedans et l'énergie des corps purs simples, même si celle-là est 0. Donc ce delta H, il peut être de deux formes, soit positif, ça veut dire que la réaction est endothermique, il faut fournir de l'énergie pour former le H2SO4, soit négatif, ça veut dire que la réaction est exothermique, que lorsqu'on fabrique le H2SO4, de l'énergie va être libérée. Alors, ce qu'il y avait dans les tableaux que je vous ai montrés, donc quand on calcule la quantité d'énergie libérée ou absorbée par une molécule dans le calorimètre adiabatique, ce sont ce qu'on appelle des delta H de formation. Delta H de formation, c'est la quantité d'énergie qu'il faut pour pouvoir former la molécule à partir de ces corps purs simples. Il existe d'autres delta H. Il y a des delta H de combustion. Ça, c'est la quantité d'énergie qui sera libérée lors de la combustion de quelque chose, par exemple. La combustion d'une molécule. Il y a des delta H de dissolution. Alors ça, comme on vient de passer le chapitre des solubilités, si par exemple c'est la quantité d'énergie qui va être dégagée ou absorbée lorsque par exemple une molécule se dissout. Donc pour ce qu'on a fait en classe, quand on a dissous le NaOH et le KNO3, il y en avait un qui chauffait et un qui refroidissait, c'est la quantité d'énergie à chaque fois qui va être dégagée par la dissolution. Donc libérée ou absorbée. Par la dissolution d'une molécule. Alors il y en a peut-être d'autres, mais comme ça, je vois pas, ça c'est les trois qu'on va utiliser en majorité. Alors en delta H, ça s'exprime toujours par mole. Donc ça veut dire que une mole de la substance considérée, dont on parle, va libérer ou absorber la quantité qui est définie par la valeur numérique du delta H.